Bonjour, Jean-François Camus, donc chargé de mission innovation à EDF, Direction Action Régionale Grand Est. Recharge intelligente Grand Est, c'est une solution donc, qui est proposée dans le Grand Est pour les entreprises et collectivités qui ont des flottes de véhicules électriques. Ce sont des flottes privées, il faut bien avoir ça en tête. Ce projet a été lancé officiellement au grand jour au Salon BIC 4.0 par une conférence avec les partenaires. Donc, les partenaires d'opération sont euh, comment dire, la région Grand Est, l'ADEME, euh, le pôle véhicule du futur et puis Grand Est Mobilité électrique. Et tout ça, ça se base sur des technologies des filiales d'EDF que sont Easivia et Drive. Drive, c'est Easivia, donc c'est une société, donc une filiale qui installe et exploite des bornes de recharge électrique, que ce soit dans le domaine public ou privé. Et Drive, c'est une co-entreprise entre EDF et Drive, qui est une start-up californienne, qui développe finalement tout ce qui est intelligence des bornes. Voilà. Donc, alors, mon propos, il sera articulé en deux phases. Je vais faire un propos introductif pour sensibiliser sur l'importance du smart charging dans l'avenir de la mobilité électrique. Et après, je ferai un focus sur la recharge intelligente Grand Est, la solution recharge intelligente Grand Est pour bien en mesurer les contours et voir individuellement après si la solution est adaptée à chacun. Alors du coup, voilà, les enjeux de mobilité électrique. Alors, j'ai récupéré des éléments justement de notre partenaire qui est Pôle Véhicule du Futur, euh, qui, comment dire, qui montre ici bah, la cible en fait de décarbonation de la mobilité. Et on voit que voilà, 2035, c'est la fin du véhicule thermique. Il n'y aura plus de véhicules thermiques qui seront vendus. On est sous des réglementations qu'on appelle CAFE, euh, réglementations européennes qui avaient des ambitions notamment à l'horizon de 2030, de réduction de moins 37%. Et puis il y a une nouvelle réglementation qui s'appelle Fit for 55, qui a des enjeux, enfin des objectifs plus ambitieux à cet horizon. Donc avec une courbe qui se rapproche plus d'une ligne en droite entre l'état actuel, l'objectif actuel qui est 95 grammes par kilomètre pour les véhicules particuliers, vers zéro en 2035. Euh, voilà. Euh, un point particulier sur le véhicule hybride rechargeable. En fait, tout récemment, l'Europe s'est rendu compte que la norme de test en fait sur les véhicules hybrides rechargeables n'était pas pertinente. On se rend compte qu'elle consomme 2 à 4 fois plus que ce qui est annoncé sur les résultats du test WLTP. Et donc, il a envisagé à l'horizon 2025 de revoir la copie. Je crois que la chose est en instruction et il est possible qu'à terme, il y ait une décision sur la fin de vente des véhicules hybrides rechargeables. Donc, on voit un petit peu enfin, les enjeux politiques de cette affaire. En tout cas, on sent une tension sur les évolutions du parc de véhicules électriques en construction, en fabrication. Et du coup, tous les, euh, tous les constructeurs se mobilisent dans cet objectif et chacun annonce des objectifs de fin de la motorisation thermique, voilà, et suit le mouvement. Euh, donc, mécaniquement, ça induit une augmentation très forte du parc de véhicules. Euh, Là, à l'horizon 2022, on serait 1 million de véhicules, et même, je crois que ce que j'ai lu, c'est que on va même plus vite que les objectifs. Je crois que les objectifs de 2022 seraient même atteints en septembre 2022, modulo les contraintes d'approvisionnement de composants que l'industrie automobile rencontre aujourd'hui. Et du coup, à l'horizon 2035, on a même voilà, une vision de la planification pluriannuelle de l'énergie qui envisage entre 15 et 17 millions de véhicules électriques à cette échéance. Euh,
bon, bien sûr, c'est une révolution dans cette industrie avec, on le voit ici, le coût du pack cellule batterie qui représente presque un tiers de la valeur du véhicule. Et toute la chaîne de valeur est complètement chahutée avec, avec ici, malgré tout, une baisse du coût des packs batteries qui est attendue jusqu'à l'horizon 2035. On va une courbe qui part en asymptote là, avec une forte baisse au démarrage, forcément, comme toute technologie, et qui arrive à maturité petit à petit. Et du coup, ça va induire une baisse du prix des véhicules électriques batteries, qui devrait avoir le même prix finalement que le véhicule thermique à combustion à l'horizon 2025-2027, selon les modèles. Hein, voilà. Et on voit bien qu'il y a une forte baisse qui est observée déjà aujourd'hui. Alors, malgré tout, ce qui est constaté dès aujourd'hui, c'est bien que le prix d'un véhicule électrique soit supérieur à un véhicule électrique batterie. Le coût d'usage de TCO mensuel est aujourd'hui compétitif pour un véhicule batterie, ce qui peut inciter finalement des entreprises ou collectivités à s'équiper dès maintenant de ce type de véhicule. Alors on va se dire, si tout le monde s'équipe de véhicules électriques, ça va être un peu la catastrophe au niveau du système électrique. Alors tout ça, ça a été évalué notamment par RTE, Enedis, voilà, notamment RTE par son étude Futur énergétique 2050, où on voit dans le scénario de référence une augmentation de la consommation d'électricité, hein, qui est liée à la décarbonation de l'économie en général et à la mutation des moyens carbonés fossiles vers des moyens bas carbone, et avec le vecteur électricité qui est la principale finalité, le principal bénéfice. Donc notamment sur le véhicule électrique, on voit qu'en 2050, on a 100 TWh, alors qu'on a, je crois que c'est 15 TWh aujourd'hui de consommation. Donc une forte augmentation de la consommation énergétique. Mais d'un autre côté, ce qui apparaît, c'est que dans les différents scénarios, quel que soit le scénario qui est envisagé par RTE, que ce soit, voilà, je ne voudrais présenter que deux, hein, parce qu'il y en a 6 au total, que ce soit 100% renouvelable ou avec 50% nucléaire, 50% renouvelable, on voit sur la partie, c'est pas très visible ici, mais sur la partie droite ici, qu'on a toujours, donc ça dépend du parc en fait, hein, du parc de véhicules, 1,7 gigawatts de flexibilité qui seront apportés par les véhicules électriques. Et donc on voit que le véhicule électrique, finalement, ça devient un élément du système électrique à l'horizon voilà, de 2050, et il y aura une transition qui va s'opérer entre aujourd'hui et demain, petit à petit. Donc ça, c'est super important de voir que le véhicule électrique, au-delà de l'usage de la mobilité, ça va être aussi un outil du système électrique. Et puis Enedis, voilà, est très rassurant aussi voilà, ils ont fait une étude sur les 15 prochaines années, donc il y a pas de, ça va pas induire de développement du réseau électrique de distribution important. Ils envisagent une augmentation, voilà, de 10% des investissements à peine liés à ça, ce qui n'est pas énorme, lié en tout cas à la mobilité électrique. Et puis, pourquoi? Parce qu'il y a un foisonnement entre les usages électriques, et puis en fait, la recharge, on sait la programmer, hein, c'est cette fameuse flexibilité dont je vais parler maintenant. Voilà. Et puis, il y a finalement, comment on peut la programmer aussi, euh, on peut la programmer quand les énergies renouvelables sont les plus abondantes, par exemple, hein. Donc ça, donc il y a des optimisations qu'on va pouvoir faire entre le véhicule électrique et l'utilisation des énergies renouvelables. Alors cette optimisation, elle se fait sous deux dimensions. Voilà, une dimension temporelle,
on recharge plutôt en heure creuse, mais ça c'est le principe finalement du chauffe-eau électrique, hein, mais voilà, pour le pilotage de l'achat véhicule électrique, c'est un peu plus compliqué. Ou alors par la puissance, donc c'est le schéma de droite, on va étaler la charge sur au-delà pour limiter l'appel de puissance maximale. Voilà. Et du coup, les deux technologies qui permettent ça, ce sont celles qui sont présentées ici. Donc, on va parler du V1G, Smart Charging, ou le Vehicle to Grid, V2G. Et en fait, le V1G, comment dire, ça va permettre de recharger le véhicule en dehors des pointes, là où l'électricité est la moins chère. Et le V2G donc, va permettre, comme le V1G, donc recharger le véhicule quand l'électricité est la moins chère, la moins carbonée, mais aussi va permettre d'utiliser la batterie en la déchargeant sur le réseau, alors soit du bâtiment, soit sur le réseau de distribution, mais pour l'instant on est plutôt sur le bâtiment auquel raccorder le véhicule électrique. Donc décharger la batterie pour soutenir finalement le système électrique. Donc, en diminuant la puissance appelée par le bâtiment, par exemple, en compensant les autres usages, ou même, pourquoi pas, à terme, donc réinjecter sur le réseau. Voilà, donc toutes ces technologies permettent à la fois donc, une optimisation économique et écologique, on le voit, donc on recharge quand moins cher. Économique aussi, ce qu'il faut voir, c'est que le V2G, rendant un service au système, il va être rémunéré. Et écologique parce que du coup, on va faciliter l'intégration des énergies renouvelables parce quand on va charger, on va plutôt le faire quand les énergies renouvelables sont abondantes. Et quand on va décharger le véhicule, la batterie du véhicule, dans le cas du V2G, on va le faire pendant les pointes pour éviter de mettre en œuvre des moyens de production carbonée comme au charbon ou au gaz, par exemple. Au charbon, ce ne sera plus le cas en France à terme. Mais voilà, éviter et puis éviter aussi éventuellement des importations d'énergie carbonée de l'étranger. Voilà, ce qui est dit ici, voilà, potentiel de stockage d'énergie des véhicules électriques représente à 10 fois celui des STEP, donc c'est les stations de transfert d'énergie par pompage. Donc, dans le Grand Est, on a par exemple la station de Revin, qui permet un stockage hydraulique de l'électricité. Donc, le principe est le suivant, on a deux bassins qui sont en dénivellation et on pompe quand l'électricité est pas chère et on turbine du bassin haut vers le bassin bas quand l'électricité a des prix importants. Donc, c'est un moyen de stockage. Donc, on dit que voilà, c'est quand même, on voit l'importance finalement de l'accumulation de toutes ces batteries hein, qui sont de taille limitée malgré tout, mais en multipliant par millions à terme, ou centaines de milliers, parce que tous les véhicules ne sont pas forcément dans ce schéma-là, mais on voit qu'on peut avoir une batterie virtuelle qui peut être de taille très très importante. Donc voilà les enjeux finalement de la mobilité électrique et comment la mobilité électrique finalement pouvant apparaître comme un problème finalement est une solution dans le cadre de la transition énergétique. Alors, j'ai rappelé, donc voilà, tout ça c'est conduit chez EDF par Easy Drive, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions dans cette première partie. Je pense que bon, c'est un partage d'informations qui sont, je pense, que peut-être déjà connues. Hein. Attends, Jean-François, Oui. j'avais une question, moi. Dans le V2G, le support du véhicule, il est il est là pour soutenir le réseau en termes de fréquence ou en termes de puissance? Parce que la batterie, c'est pas la batterie de ta voiture ou de tes voitures qui vont réinjecter tant d'énergie que ça sur le réseau, quoi. Non. Après, on aura, comment dire, comment dire, ça apportera des moyens de flexibilité à la marge. On a vu tout à l'heure sur le schéma de RTE, si je reviens dessus rapidement,
Oui, il était là. Donc on a la puissance en jeu, c'est 1,7 gigawatts, hein, par rapport à... donc on voit à côté les moyens de production qui sont à l'œuvre. Donc on va faire effectivement travailler sur les moyens de production pilotables. Donc par exemple sur le scénario 100% énergie renouvelable, on devra reconstruire des centrales au gaz, donc 29 gigawatts, c'est comme énorme, pour apporter la flexibilité avec des batteries, des batteries qui seront dédiées à l'équilibrage du système électrique. Bon, le scénario 50-50 nucléaire, lui, voilà, il n'y a pas besoin de construire des centrales au gaz, et puis on a des moyens de batterie qui sont plus faibles. Mais voilà, on voit après le rapport de puissance entre ce que va pouvoir apporter en flexibilité la mobilité électrique et puis les autres, les autres moyens flexibles. Voilà. OK. Je vais revenir sur... voilà, donc je vais maintenant vous parler de la solution de Smart Charging. Je vais faire un focus sur le V1J. Alors le V2J, j'en parlerai pas forcément de manière détaillée. On verra à la fin on pourrait avoir un échange sur le sujet. Alors, finalement, la recharge, qu'est-ce que ça va apporter à l'utilisateur, au maître d'ouvrage qui exploite le site et la flotte de véhicules électriques? Déjà, ça va permettre de réduire les coûts de l'installation et de l'usage des véhicules. On verra tout à l'heure dans les visuels suivants pourquoi. Ce qui est important, c'est que les véhicules soient toujours chargés pour les déplacements qui soient planifiés ou non. Enfin, un véhicule électrique, c'est à la base, enfin, oui, c'est un véhicule électrique, c'est à la base pour se déplacer, hein, c'est la fonction première, donc il faut absolument respecter cette priorité. Et puis, on l'a vu, voilà, la recharge, du coup, elle va être plus écologique et avec une électricité qui utilise moins de carbone. Voilà. Donc, ensuite, on va regarder le point 1. On réduit donc les coûts de l'installation et à l'usage. Donc, à l'installation, finalement, pourquoi on va réduire les coûts? Parce que comme on va limiter, oui, on a vu tout à l'heure le schéma où on limitait la puissance à la charge, on va pouvoir comment dire, rentrer dans les marges de manœuvre qui sont disponibles entre la consommation du site et les capacités électriques de l'installation et la puissance souscrite de l'installation. Donc du coup, sur l'aspect raccordement qui n'a pas besoin de renforcer, sur l'aspect installation électrique qui est pareil, qu'on n'a pas besoin forcément de renforcer. Alors, c'est pas à tous les coups, c'est à étudier au cas par cas. C'est pour ça que le sujet est un peu complexe à évoquer de manière un peu abstraite, parce que à chaque fois, il faut qu'il y ait, pour chaque installation, il faut une étude technique malgré tout, hein, pour bien analyser la consommation du site pour ses usages propres, pas des appels de puissance, ce que l'appel de puissance lié à la charge électrique va générer, les caractéristiques de l'installation intérieure, les caractéristiques du raccordement et voir dans cette marge de manœuvre comment le smart charging peut s'intégrer sans avoir besoin de renforcement. Alors, on a fait des simulations et les simulations, elles valent ce qu'elles valent, mais ce sont des moyennes en fait issues de nos historiques de dossiers. Voilà, on a estimé, alors ça peut être plus ou moins, et la marge de manœuvre peut être très très large en fait, hein, l'écart type de l'estimation peut être assez large. Voilà, pour une flotte de 4 véhicules électriques, on estime qu'il y a 300 € d'économisés au total sur ces coûts d'installation. Ensuite, à l'usage, du coup, comment dire, à l'image d'optimisation qu'on fait sur l'installation électrique liée à la puissance, du coup, on va aussi optimiser l'abonnement électrique mécaniquement. Donc, on aura un gain aussi sur cette affaire.
Donc on estime à 200 € par an par véhicule économisé. Bon, c'est pareil, il faut prendre ces chiffres avec beaucoup de prudence parce que comment dire, ce sont des chiffres statistiques et je répète, hein, chaque installation, chaque installation est unique en fait, hein. Il faut vraiment étudier les choses en détail et on est obligé voilà, de faire une étude très très précise au cas par cas. On va économiser aussi en termes de consommation d'électricité parce que du coup, on va plutôt privilégier les heures creuses, les heures les moins chères pour charger le véhicule. Voilà. Et puis, on estime qu'on va réduire donc de 190 € par an et par borne. Alors, comment ça se fait? En fait, Easivia propose une plateforme web euh, euh, qui est disponible pour le gestionnaire de flotte et qui va définir le programme de recharge des véhicules en fonction voilà, des habitudes de déplacement. Donc, c'est simplement une sorte de grille qui apparaît sur l'écran de la page web dans laquelle chaque véhicule est identifié et on va dire, voilà, ce véhicule, il a besoin de parcourir tant de kilomètres tel jour, voilà, et il va partir à telle heure. Voilà. Et l'idée, c'est que quand l'utilisateur va prendre son véhicule, ben, ce qui a été planifié sera bien respecté. C'est ça l'intelligence du système. Euh, et bien sûr, il va prioriser la mobilité par rapport au reste des paramètres. Mais quand il sera sûr que comment dire, les unités de mobilité seront respectées, ben, il va jouer sur les autres paramètres pour optimiser économiquement euh, et écologiquement la charge. Alors, on a prévu aussi une fonction qu'on appelle boost. En fait, c'est voilà, si malgré tout il y a un imprévu par rapport au planning, on est capable de recharger en urgence un véhicule euh, par rapport aux autres. Voilà, c'est pour prévoir l'imprévu. Du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, on va charger pendant que l'électricité la moins carbonée. Donc, on va éviter de charger le véhicule pendant que l'électricité est produite bon, par fioul, charbon ou gaz. Euh, et, et, euh, et du coup, bah, l'électricité qui sera utilisée pour chaque véhicule sera la moins carbonée possible. Et ça, finalement, sans changer d'offre de fourniture d'électricité, on peut avoir une offre standard. Mais comme il y aura ce pilotage intelligent, on va privilégier voilà, l'électricité d'origine renouvelable et bas carbone, notamment d'origine nucléaire, pour le chargement du véhicule. Alors là, c'est un, comment dire, c'est un visuel euh, qui représente comment dire, la logique d'optimisation de la recharge. En premier, on va prendre en compte la puissance disponible du site, justement pour éviter de faire disjoncter le système et puis de faire des travaux supplémentaires de renforcement. On va privilégier la mobilité, les besoins de mobilité, donc nombre de kilomètres, etc. à parcourir, le prix de l'électricité et puis l'origine de l'électricité, donc comme je disais, qui est moins carbonée. Donc sur ça représente comment dire, l'interface Easivia Pro, dans lequel on a tout un tas d'informations. Et ce qui est important, c'est qu'on va avoir des KPI sur on va dire les gains qu'on a obtenus sur le pilotage de la flotte, notamment les gains en euros et puis les gains en CO2 évités liés à la charge des véhicules. Euh, voilà, bon, après, c'est tous les services d'Easivia, EDF, donc avec la plateforme, l'espace collaborateur et puis l'assistance. Ça, c'est le classique d'Easivia. Ce qu'on peut dire aussi sur la borne, c'est une borne qui a été développée avec Ager, donc un co-développement entre Easivia et Ager.
Donc elle est compatible uniquement V1G, hein, le premier système de rechargement. Elle ne sera pas V1G. Pour le V2G, pardon, le V2G, on utilisera plutôt une borne ABB, qui est déjà en exploitation en Occitanie sur un autre programme qui est spécifiquement V2G. L'intérêt de la borne Ager V1G, là, c'est qu'elle est compatible avec les futurs services de mobilité électrique liés à la norme 1518. Notamment, le côté un peu pénible des bornes, c'est qu'il faut toujours mettre une carte pour détecter pour déclencher la charge, détecter l'utilisateur et déclencher la charge. Avec le nouveau système, alors, qui n'est pas encore implémenté, mais qui sera dans les mois à venir, il suffira et puis il faut que le véhicule soit compatible aussi, il faut le dire. Quand on branchera le véhicule, il sera automatiquement reconnu par la borne, identifié et par des protocoles de communication entre la borne et le véhicule, et la charge pourra démarrer. Voilà. L'intérêt de cette borne aussi, c'est qu'elle est compatible avec tous les véhicules électriques, donc elle a une prise, elle a deux prises de recharge, une prise domestique et une prise voilà, T2S traditionnelle pour la recharge du véhicule électrique. Et elle peut monter jusqu'à 22 kW en triphasé. Voilà. Ensuite, bon, ça c'est des métriques de coût d'installation des bornes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le projet, bien sûr, bénéficie des primes à venir, qui sont des primes nationales, d'ailleurs, qui vont changer au 1er avril, qui seront abaissées. On va passer de 960 € à 600 € hors taxe pour la prime à devenir, couvrant 20% du coût. En revanche, pour l'aide Climaction, on a eu avec la région Grand Est une dérogation sur l'application de l'aide Climaction, parce que l'aide Climaction telle qu'elle est définie au niveau de la région Grand Est, elle n'est accessible qu'aux projets qui sont accessibles aux salariés. Or, comment dire, le projet Recharge intelligente Grand Est n'est pas destiné aux salariés de base. À la marge, on pourrait, mais de base, c'est quand même pour les flottes privées d'entreprises et de collectivités. Donc, on a possibilité d'avoir 1 000 € de la part de Climaction, donc avec un soutien de 50%, donc jusqu'à 1 000 € pour le financement des bornes. Ce qui fait en moyenne 4 200 € par borne. Voilà. Ensuite, il y a un abonnement par mois pour le service d'Easyvia. Voilà. Et puis, donc alors on est, comment dire, oui, la solution recharge intelligente a été aussi labellisée Grand Testeur. Donc ça, c'est tout récent, donc ça donne de la reconnaissance à cette solution innovante, hein. Voilà, on retrouve ici les partenaires que j'ai cités tout à l'heure, et puis il y a un site internet qui permet de retrouver toutes les informations nécessaires pour voilà, et puis les contacts pour développer le projet si la solution correspond aux besoins des maîtres d'ouvrage. Alors, petit aparté sur le V2G, sur lequel je n'ai pas trop parlé. Donc, effectivement, ce n'est pas la même borne que le V1G. Donc, on utilise plutôt une borne ABB. Tous les véhicules ne sont pas compatibles V2G non plus. C'est la difficulté de l'exercice. Autant le V1G, tous les véhicules sont compatibles. Donc là, il n'y a pas de question à se poser. Pour le V2G, aujourd'hui, c'est assez limité. On a principalement les véhicules Nissan Leaf, NV200. On avait les anciens véhicules qui sont plus au catalogue de Peugeot et Citroën, le Ion et C0. J'ai vu qu'il y avait quelques véhicules maintenant qui sortaient de chez Hyundai qui sont compatibles. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les constructeurs travaillent sur le sujet, notamment ils travaillent avec EDF, il y a quelques constructeurs qui travaillent avec EDF, pour sortir dans les mois qui viennent des véhicules compatibles V2G. Donc on aura une offre plus importante dans les temps à venir. Ce qu'on peut dire aussi sur le V2G, je vous disais qu'il rend service au réseau, et ce service, il est rémunéré
au prorata du temps passé, enfin du temps de connexion de la batterie au réseau. Et on peut monter jusqu'à 20 € par mois de rémunération de la connexion d'une solution V2G au réseau. Voilà, donc je vous ai fait un petit aparté là sur le V2G. Voilà, la présentation est terminée. Je ne sais pas du coup s'il y a des questions sur la solution recharge intelligente dans test. Dans les modèles, dans la première partie, dans les modèles que tu présentais, je ne vois pas, ou je ne sais pas est-ce qu'il est inclus, je ne l'ai pas vu, le fait qu'il y aura peut-être aussi des véhicules à hydrogène. Est-ce que ceci, dans ce modèle, il n'est pas du tout pris en compte? Alors, je sais que ça ne changera pas tout, et on ne peut pas s'attendre à beaucoup, mais ça fait... Ou alors, on considère que c'est de l'électricité au moment où, voilà, qui est dans le véhicule, qui est transporté avec le véhicule. Alors, il faudrait que je replonge dans les études RTE. Ça, je ne vais pas m'avancer sur le sujet parce que j'ai pas la réponse là. Mais en tout cas, je sais que RTE, dans ces différents scénarios, a étudié le sujet de l'hydrogène. Alors, le sujet de l'hydrogène, effectivement, il est complexe parce que malgré tout, il est émergent. Il faut bien voir comment ce sujet va se développer, à quelle échéance. En tout cas, ce que l'on pense aujourd'hui, c'est que la mobilité légère, elle sera plutôt électrique. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire, oui, mais on a des problèmes d'autonomie, enfin, c'est pas génial, hein, mais on sent bien que dans les années à venir, la technologie lithium-ion, elle va encore progresser. Il y a déjà des annonces de pratiquement 900 000 km qui ont été mises sur la place publique. Donc on peut imaginer que ça va progresser de ce point de vue-là. Par ailleurs, on n'est pas à l'abri d'une rupture technologique, hein. On sait qu'il y a plein de recherches sur des solutions alternatives. On parle de batteries solides qui s'intégreraient dans le châssis, dans la structure des véhicules, en une sorte de double pot de stockage électrique. On parle aussi d'électrolytes solides ou en caoutchouc. Enfin, il y a des tas de... Et puis, pas forcément avec du lithium aussi, qui est une matière qui sera de plus en plus exploitée, mais peut-être avec d'autres métaux. Voilà. Donc, il y a des ruptures technologiques qui vont avoir lieu. Donc, on pense que la mobilité légère, elle sera très certainement 100% électrique. L'hydrogène, on va plutôt l'utiliser pour les mobilités lourdes. Voilà, tout ce qui est bus, berne à ordures ménagères, les camions, tout ce qui est fluvial. Après, tout ce qui est aéronautique, on se pose même des questions s'il n'y aurait pas une phase un peu intermédiaire sur notamment l'utilisation de ce qu'on appelle les e-fuels, la synthèse de carburant, enfin, la synthèse de carburant qu'on pourrait substituer au carburant conventionnel par captage de CO2 et combinaison avec de l'hydrogène produit par électrolyse bas carbone. Voilà. Bon, donc ceci dit, RTE a pris en compte le sujet de l'hydrogène avec ces hypothèses-là, mais ça touche plutôt la mobilité lourde. Hein, c'est ça que je voulais dire. Et j'avais une autre question sur les bornes, donc le V1G. Est-ce que les bornes, elles apprennent de l'usage dans le temps? Supposons qu'on a une flotte de véhicules pour une compagnie. Voilà. Et il y a des usages qui s'installent dans le temps. Et puis d'ailleurs, ils vont probablement évoluer, ces usages, puisque les gens vont de plus en plus utiliser ces véhicules. Est-ce qu'il y a une notion on s'adapte à ces usages? Est-ce qu'on va charger différemment? Est-ce qu'on en a besoin de charger? Est-ce qu'on a besoin de charger différemment? Enfin voilà, une question d'apprentissage autour des usages, quoi. Alors, telle que la solution est présentée aujourd'hui, il n'y a pas de solution d'apprentissage. Il n'y a pas d'intelligence artificielle, en fait, il n'y a pas d'auto-apprentissage du système. Donc, c'est vraiment le gestionnaire de flotte qui nourrit le système des données prévisionnelles d'utilisation des véhicules.
en fait, c'est l'algorithme d'optimisation mathématique qui vont permettre après de trouver le meilleur moment pour charger. Mais effectivement, on peut imaginer qu'à l'avenir, le système, on rajoute de l'intelligence, enfin de l'intelligence artificielle dans le système de recharge, effectivement. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Merci. Je suis à l'écoute de vos questions, si vous souhaitez. Mais j'en avais encore une comme ça. Oui. Et à partir de combien de véhicules dans une flotte ça devient intéressant? En fait, j'exagère, hein, un véhicule, 0 évidemment, c'est pas intéressant, ça c'est pour la blague, mais un véhicule sûrement moins. Oui. Et quand est-ce que ça devient vraiment... En fait, le système fonctionne à partir de 2 véhicules. Okay. Il sait fonctionner à partir de 2 véhicules. Effectivement, plus on a de véhicules, plus on va apporter du foisonnement au système, plus l'optimisation sera facilitée, donc plus on aura de gains finalement. Non, ça c'est sûr. Alors moi j'avais une question sur le V2G. Est-ce qu'on a pris en compte l'éventuel vieillissement accéléré des batteries des véhicules lié au fait que on va charger, décharger probablement beaucoup plus souvent qu'en usage simplement route? Oui, tout à fait. Donc notre recherche et développement a fait des études sur le sujet. Et quand on parle de décharge de véhicules, c'est une décharge qui se fait quand même à la marge, hein. On ne va pas décharger complètement une batterie et faire des cycles complets en une nuit, enfin une nuit ou une journée plutôt, parce que c'est plutôt le jour que ça se décharge. Il faut vraiment voir que l'utilisation de la batterie, elle se fait à la marge. Je n'ai pas de pourcentage, ça peut être 10-15%. Donc on aura, comment dire, on aura une contribution, une mise à contribution légère de la batterie malgré tout. Et du coup, notre recherche et développement a vu qu'il n'y avait pas de facteur de vieillissement de la batterie lié à cet usage. Hein, on est très conservateur sur l'usage de la batterie. Et les flux énergétiques aussi seront pas aussi intenses que peut l'être une recharge sur une borne de recharge rapide, par exemple, qui peut accélérer le vieillissement des batteries, notamment. Voilà. J'espère que j'ai pu vous éclairer sur les enjeux de la recharge intelligente. Et puis, voilà. Et puis aujourd'hui, dans le Grand Est, c'est vraiment une expérimentation qui est unique en France, hein, l'association du V1G, le V2G. Il n'y a pas d'équivalent en France, en tout cas pour EDF, en dehors de la région Grand Est. Il faut le savoir, hein. C'est vraiment une solution innovante. Et donc c'est une solution qui est en cours de validation finalement? C'est une expérimentation qu'on fait? Non, elle est validée C'est... techniquement. Et aujourd'hui, on est en phase de recrutement. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'ambition pour EDF, enfin pour le groupe EDF, c'est à terme, alors d'ici peut-être au début 2023, c'est d'avoir pu trouver 500 bornes au total, enfin proposer 500 bornes au total à des maîtres d'ouvrage, entreprises ou collectivités. Alors on a une vision de plutôt 400 bornes V1G, qui est une technologie, je vous l'ai dit, qui est plus facile à placer, et une centaine de bornes V2G, voilà, avec les contraintes de disponibilité des véhicules électriques qui soient compatibles. Finalement, cette solution, elle a aussi l'avantage de lever des freins parfois à la conversion à la mobilité électrique. On le voit, le principal frein finalement de l'adoption de la mobilité électrique, c'est pour les charges d'entreprise, c'est la puissance des bornes qu'on doit installer, qui nécessiterait des travaux supplémentaires, donc des CAPEX à dépenser sur des renforcements de branchements ou des modifications de l'installation intérieure du client, un renforcement de transformateurs, je ne sais pas, ou placement de câbles. Et ça, du coup, cette solution, elle permet de faciliter cette transition vers la mobilité électrique. Il faut bien le voir aussi comme ça.
Je pense que c'est un avantage assez important qu'on n'aurait pas avec une recharge traditionnelle. Je voulais remercier Jean-François et Sabine pour cette intervention. Et merci pour votre écoute.